Bonjour Frédéric de Bomy. Bonjour. Vous étiez président de l'association Info Birmanie. Vous êtes auteur, essayiste, auteur de BD notamment. Vous avez publié plusieurs livres sur la Birmanie, notamment celui-ci, Birmanie, des femmes en résistance. C'est paru en 2014 chez Buchet-Chastel. On vient d'entendre dans le reportage, cette femme a tout donné pour son pays. Qu'est-ce qu'on veut encore lui demander de plus? Est-ce qu'on en demande trop aujourd'hui en Occident à Aung San Suu Kyi? Comment répondre à ça? Est-ce qu'on lui demande trop? Ce qui lui est reproché aujourd'hui, en fait, ça a d'abord été un silence par rapport à ce que subissaient les Rohingyas. Ce silence, parfois, a été rompu par des déclarations ambiguës. Et aujourd'hui, on a un discours qui couvre une épuration ethnique. Aung San Suu Kyi a dit récemment par rapport à ce qui se passait dans la région de l'Arakan, proche du Bangladesh, où sont les Rohingyas, qu'on assistait à un océan de désinformation. Mais le fait est que l'océan de désinformation vient d'Aung San Suu Kyi et de son gouvernement. Alors comment l'expliquer? Il semble, c'est du moins mon analyse, que sa stratégie sur ce dossier a été de ne pas confronter les militaires qui veulent exclure les Rohingyas du pays, ni la population birmane qui est facilement acquise au rejet des Rohingyas, de ne pas affronter cette opinion défavorable. Et du coup, elle a suscité la mise en place d'une commission consultative présidée par Kofi Annan, ancien dirigeant de l'ONU, qui devait rendre un avis sur ce qu'il s'agissait de faire dans la région de l'Arakan et s'agissant des Rohingyas. Et donc sa stratégie, à mon avis, a été de faire par la bande et donc d'obtenir finalement de cette commission qu'elle lui dise quoi faire. On peut dire ça. Maintenant, il y a des commentaires à faire une fois qu'on a dit ça, mais l'autre volet lourdement problématique de cette stratégie, ça consiste à donc ne pas confronter le régime militaire, même quand les exactions commises poussent plus de 500 000 personnes à quitter leur pays. Et donc, évidemment, ça s'interroge. Oui, vous avez dit comment répondre à cette question, mais en fait, vous avez été un militant aussi pour la démocratie. Vous avez cru en cette personne. En lisant vos articles sur votre blog Mediapart, vous avez été déçu, en quelque sorte. Oui, mais alors, je ne me suis jamais situé non plus dans comme ça, dans l'idolâtrie, s'agissant d'elle. En fait, une chose qui m'intéressait, c'est que Aung San Suu Kyi parlait souvent et parle souvent de la nécessité d'écouter les minorités en fait, de ce pays et de construire une nation inclusive. Donc ça, c'est le point central, en fait. C'est le programme aussi sur lequel elle a été élue, en partie. Oui, alors elle a été élue aussi sur une popularité, en partie certes, mais elle bénéficiait en fait d'une popularité assez incroyable en Birmanie. Et évidemment, là on voit qu'elle ne profite pas de son ascendant toujours réel sur la population birmane bouddhiste pour faire évoluer les mentalités sur la question des Rohingyas. Et c'est une question, est-ce que cet extrême pragmatisme, qui s'applique à d'autres domaines aussi, ne fait pas le jeu, au-delà de la question des Rohingyas, d'une institution militaire qui a initié une ouverture politique très mesurée et obtenu beaucoup. La fin des sanctions, le retour dans la communauté des nations, et là, le fait de faire fuir les Rohingyas du pays comme ils le souhaitent. On reviendra sur de nombreux points que vous avez évoqués. J'accueille aussi Mathias Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Suisse Birmanie, vous êtes directeur des éditions Lisane, vous avez publié aussi plusieurs livres sur la Birmanie, un guide notamment, et vous connaissez très bien le pays pour y avoir énormément voyagé, l'avoir parcouru. Vous avez donné une interview à Suisse Info récemment dans laquelle vous preniez en quelque sorte la défense d'Aung San Suu Kyi face à la presse internationale dont elle était, voilà, qui la ciblait. Et vous dites, donc pour vous, on peut pas tout lui demander non plus, on lui en demande trop peut-être. C'est ça, c'est ce que je pense. La presse avait un biais très anti-Aung San Suu Kyi et on lui demandait des choses qu'à mon avis, elle ne pouvait pas faire. Je regrette, comme Frédéric de Bomy et d'autres, qu'elle n'ait pas pris position de manière plus explicite pour condamner les violences contre les Rohingyas. Elle ne l'a pratiquement pas fait. Il y a des explications à ça. On peut dire qu'elle ne veut pas fâcher les militaires, c'est une explication. L'autre explication aussi, c'est il faut savoir que les Rohingyas, ce n'est pas les seules minorités, la seule minorité persécutée en Birmanie. Il y a une guerre qui est très violente qui est menée contre les Kachin, contre les Shan, au nord, à l'est du pays, contre les Karen, contre d'autres minorités. Et si elle avait pris trop ouvertement position pour les Rohingyas,
il y avait le risque que les autres minorités se disent « Et nous, on perd on a des morts tous les jours dans des combats qui sont violents, où l'armée birmane également perd beaucoup de ses membres et personne n'en parle. » Je m'insurgeais donc dans cette interview plus contre le fait les vrais coupables, c'est les militaires. C'est pas Aung San Suu Kyi. Là, vous êtes d'accord. Et ne parler que d'Aung San Suu Kyi comme si elle avait une baguette magique pour changer la situation, je trouvais ça assez injuste parce qu'elle n'a pas le pouvoir qu'on lui attribue, sachant que l'intérieur, la défense et les frontières, c'est toujours entre les mains des militaires. Elle ne peut pas agir comme elle veut et elle aurait pu faire des déclarations en public, mais elle n'a pas le pouvoir de vraiment changer les choses. Alors, comment vous comprenez cette déception internationale Il y a beaucoup de manipulation aussi, d'ignorance d'une part et de la manipulation, parce que tout le monde dit que c'est l'armée qui a attaqué les Rohingyas. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est passé, il y a eu une provocation de terroristes qui était téléguidée de l'extérieur. C'est un problème qui dépasse le cadre de la Birmanie. Alors, il y a eu une attaque fin août, effectivement, contre un poste de l'armée par des membres de l'ARSA, dont on a parlé dans le reportage, et ensuite riposte forte contre des civils de l'armée birmane. L'armée a évidemment saisi la balle au bond, mais je doute qu'elle est vraiment que la provocation avait été organisée par l'armée, comme certains disent. Ça l'arrange, la frange la plus extrémiste de l'armée, je pense, ça l'arrange qui peuvent taper maintenant fortement sur les Rohingyas. Mais l'attaque initiale qui a déclenché le mouvement de répression, elle était téléguidée de l'extérieur, du Pakistan. Vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse? Non, je ne suis pas du tout d'accord parce que je n'ai pas la vérité de cet épisode-là, mais il y a deux choses. Les Nations Unies ont établi que, en fait, les opérations avaient commencé avant le 25 août, donc avant l'attaque de l'ARSA. Donc à balayer, en fait, cette explication. Secondo, on sait que le fondateur de l'ARSA a des relations, effectivement, au Pakistan et avec l'Arabie Saoudite également, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune espèce de preuve que c'est téléguidé de l'extérieur. Alors là-dessus, effectivement... Il y a les services secrets indiens qui ont intercepté la conversation d'un général des services secrets pakistanais qui a communiqué avec Ataullah. Mais quelle que soit l'origine de ces violences, l'origine de ces violences, le résultat, c'est effectivement 500 000 personnes déplacées qui doivent fuir leur zone d'habitation. Et puis, malgré tout, quand même, cette femme qui a été prix Nobel de la paix, qui a été portée par peut-être des espoirs trop grands placés en elle, c'est possible, mais qui se tait. Enfin, il y a quand même trois prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, le Dalai Lama, Malala, qui ont dit, mais écoutez, il faut réagir. C'est pas juste l'Occident qui en a fait une icône. Elle a quand même un rôle important à jouer, là, non? Non, mais on ne peut plus dire qu'elle se tait. Elle couvre. C'est-à-dire, elle dit, par exemple, les opérations militaires ont cessé à telle date. C'est faux. Ce qui est faux. C'est faux. Elle dit un certain nombre de choses qui sont fausses. Dans son adresse récente à la communauté internationale, elle a dit également que dans l'État d'Arakan, enfin, chacun, Rohingya compris, elle n'utilise pas le terme Rohingya, mais il s'agissait d'eux, bénéficie des services publics. Mais c'est absolument n'importe quoi. Donc là, on est dans une... Même si on peut penser... on peut distinguer d'abord l'armée Aung San Suu Kyi, je pense qu'il faut continuer à le faire, parce que l'armée ne veut pas des Rohingyas. Aung San Suu Kyi, on peut avoir un meilleur espoir. Malgré tout, il est difficile aujourd'hui de lui faire un chèque en blanc, et notamment parce que elle couvre les exactions de l'armée. Le gouvernement d'Aung San Suu Kyi a empêché une enquête de l'ONU de se faire, a empêché les journalistes de venir, a restreint l'aide humanitaire. Ça va quand même très loin. On est dans une complicité de nettoyage ethnique. Alors après, on tient compte des circonstances. Quant à l'ARSA, je ne pense pas qu'il faille focaliser trop dessus et sans, évidemment, présumer de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas le fond du problème, c'est une résultante. Donc c'est une conséquence qui peut venir complexifier ce qu'il se passe. Mais les 500 000 personnes qui viennent de partir ne sont pas du tout connectées à l'ARSA. Ce sont des gens qui sont violés, dont on brûle les maisons, dont on brûle la nourriture, qu'on tue. Mais Mathias Hubert, alors vous qui, quand même,
preniez un petit peu le parti d'Aung San Suu Kyi. Vous dites quoi? C'est ce pragmatisme qui fait que pour préserver d'autres intérêts des Birmans, de son peuple, eh ben finalement, elle cautionne en partie ce nettoyage ethnique? Peut-être, mais je ne suis pas le porte-parole d'Aung San Suu Kyi et je ne défends pas. Je regrette qu'elle ne se soit pas exprimée et je regrette encore plus qu'elle ne puisse rien faire, mais je pense sincèrement qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais pour revenir à Larsa, je crois quand même, et je suis d'accord avec vous, que c'est la résultante d'une répression, d'une situation intolérable pour les Rohingyas, mais Larsa est, à mon avis, instrumentalisée par l'étranger pour 2 raisons. La première, c'est, vous savez ce qui se passe au Proche-Orient, l'État islamique est en perte de vitesse, il cherche des bases de repli aussi en Asie du Sud-Est. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marawi, aux Philippines, où des islamistes, pendant 6 mois, ont tenu en otage une ville de 200 000 personnes. Vous entendez ce qui se passe au sud de la Thaïlande, où des islamistes s'affrontent presque quotidiennement avec l'armée thaïlandaise. Et il y avait le risque ou la possibilité que l'ARSA veuille installer une base islamiste dans cette région. Si vous permettez que je termine. Et derrière, le Pakistan, l'Arabie saoudite, et encore plus en amont, qui cautionne ces pays? C'est les États-Unis. Et si... En fait, on n'est pas dans une émission de géopolitique. D'ailleurs, Géopolitis, l'émission de la RTS, a très bien parlé de la situation des Rohingyas dernièrement sur cette même chaîne. Nous, on s'intéresse aux questions d'éthique. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'interroge véritablement, c'est si cette femme n'a pas les moyens de prendre des décisions, de parler librement, de véritablement pouvoir incarner les valeurs qu'elle a toujours incarnées alors qu'elle est au pouvoir, est-ce qu'elle ne ferait pas mieux de démissionner? C'est la vraie question, en fait, de savoir à quel point elle peut être plus que l'instrument d'un régime qui, donc, à un moment donné, a voulu améliorer ses relations avec le monde extérieur, lui a donné, sur la scène politique birmane, une place finalement limitée. Et effectivement, il ne faut pas oublier que cette place est limitée. Et donc, est-elle à même d'être plus que leur instrument? Je pense que dans une situation où on se retrouverait aujourd'hui sans Aung San Suu Kyi, quand bien même sa parole est partiellement dévaluée, et simplement avec l'institution militaire, on ne serait certainement pas mieux avancé. Ça, c'est certain. Maintenant, il faut à la fois donc compter sur elle, continuer à compter sur elle, mais aussi exiger d'elle. Exiger d'elle pas comme on exige des militaires. Il ne s'agit pas de faire la même mise sous pression. Le monde extérieur. Parce que les Birmans, finalement, vous l'avez dit aussi, pour la majorité, ne sont pas contre le fait que les Rohingyas s'en aillent, parce que de toute façon, ils ne sont pas considérés comme des nationaux. Il y a vraiment, sur les musulmans, et en particulier sur les Rohingyas, en fait, en Birmanie, on rencontre facilement dans la majorité bouddhiste des gens qui pensent qu'être birman, c'est être bouddhiste et avoir la peau claire. Alors, bon, et ça, c'est très répandu. Donc, il y a une composante religieuse d'ailleurs. Il y a cette frange bouddhiste nationaliste menée par le moine Viratu qui appelle carrément au meurtre des musulmans. C'est véritablement fort, c'est un courant fort qui remporte l'adhésion ou c'est minoritaire? C'est un courant malheureusement fort, mais qui est en train de perdre un tout petit peu de vitesse. Vous savez que Viratu est en prison actuellement. Et ça, la presse n'en a pas tellement parlé. Il y a eu des mesures qui ont été prises contre des extrémistes bouddhistes. Et il ne faut pas oublier que le bouddhisme rêvé des Occidentaux, ce n'est pas le bouddhisme que vivent les Birmans au jour le jour. C'est une autre réalité. Et dans le Sangha, donc la communauté monastique, vous avez 500 000 hommes qui représentent toutes les franges, y compris les plus extrémistes et les plus fascistes de la société. Donc Viratu est l'expression de cette frange. Mais j'ose espérer qu'il n'est pas majoritaire, mais il y a un courant très fort parmi les bouddhistes qui sont nationalistes et anti-musulmans. Ça, c'est incontestable. Sur Aung San Suu Kyi et sur ce qu'on peut attendre d'elle, je voulais juste rappeler une chose qui n'est pas toujours sue, mais moi je le sais pour avoir discuté avec elle de cette question Rohingya fin 2011. Donc avant en fait que la question Rohingya revienne très fort sur le devant de la scène politique birmane et qu'il ne soit plus tellement possible d'en parler avec elle. Et donc c'était dans un cadre un peu presque privé. Et ce qui apparaissait, c'est que le droit du sol n'était pas pour elle une évidence.
J'ai discuté avec elle des Rohingyas. Elle n'avait pas d'hostilité, en tout cas, c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu, ni pour les musulmans, ni pour les Rohingyas. Elle utilisait d'ailleurs le terme Rohingya, qu'aujourd'hui elle n'utilise plus. Elle utilise aujourd'hui le terme bengali? Non, elle, pas trop. Autour d'elle, oui. Elle va plutôt dire les musulmans de l'État d'Arakan. Donc, elle leur reconnaissait volontiers aux Rohingyas les droits de tout être humain. Par contre, pas forcément les droits de birmans, parce que quand je lui ai demandé à la fin de la discussion ce qu'elle pensait de la loi de 1982 qui exclut ces gens de la communauté nationale, ce sont donc des gens qui sont apatrides dans leur propre pays, elle disait ne pas avoir d'avis sur le fait qu'ils soient ou non, qu'ils appartiennent ou non à la communauté nationale. Elle en avait un, elle ne voulait pas l'exprimer. Non, je pense que, parce qu'elle l'a répété à d'autres gens depuis, c'est pas évident qu'elle ait un avis là-dessus. Mais moi, ça me pose un immense problème, parce que quand on n'a pas d'avis sur la question du droit du sol, c'est-à-dire ces gens sont nés là, ils sont donc, comme les autres, des nationaux birmans, alors du coup, qu'est-ce qui définit la birmanité? Et là, on sait qu'on est immédiatement en terrain miné, parce que ça va être la culture souvent fantasmée comme très autre de ces gens, ça va être peut-être la religion, ça va être quoi? La couleur de la peau. Donc je ne dis pas qu'elle est... Mais en tout cas, cette absence de réponse claire dans son esprit, à moins qu'elle ait voulu effectivement me dissimuler quelque chose, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter, quand bien même on peut penser que, de façon souterraine, elle pousse dans le bon sens. Ceci dit, dans ses discours publics, même si elle a peut-être une autre stratégie, dans ses discours publics, elle ne fait rien qui décourage vraiment la population bouddhiste qui l'écoute, qui les dissuade d'avoir les préjugés qu'ils ont. Mathias Hubert, est-ce que Aung San Suu Kyi est la seule option pour la Birmanie, comme on l'a entendu dans le reportage? Je crains que oui, parce qu'il y a un tel vide autour d'elle. Les militaires qui ont régné pendant 50 ans, ils avaient un ennemi, c'était les étudiants. En 1962, quand ils ont pris le pouvoir, la première action de l'armée, c'était de faire sauter le bâtiment de l'association des étudiants avec 300 étudiants à l'intérieur. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Chaque fois qu'il y avait une contestation, c'était les étudiants. Et le gouvernement, les militaires, ils ont tout fait pour ne pas avoir d'étudiants. Et comment faire? On fermait les écoles, on fermait les universités. Les 50 dernières années, plus que la moitié du temps, les universités étaient fermées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élite? Il n'y a pas d'élite. Il y a une absence complète d'élite qui soient restés dans le pays. Il y a des gens éduqués à l'étranger, mais des gens dans le pays, il y a très très peu de gens éduqués qui ont une culture politique, qui ont la capacité de gérer un pays déjà techniquement, parce qu'il faut des compétences techniques pour gérer un pays. Il faut connaître la finance, etc. Les ingénieurs, ils manquent de tout, et ça prendra des générations avant qu'un semblant de normalité revienne et que des dirigeants nouveaux puissent émerger en Birmanie. Très rapidement, Frédéric Debomy, parce que nous devons conclure. Et le fait, en fait, qu'il y ait malgré tout des gens à l'extérieur, Aung San Suu Kyi n'en a pas du tout tiré avantage. Enfin, certains n'ont même pas été reçus par elle quand ils ont pu, à la faveur de l'ouverture politique très relative de ces derniers temps, retourner en Birmanie. Donc il y a des gens compétents dont elle n'a pas tiré usage, et dans son parti, c'est tout à fait vertical. Aung San Suu Kyi tout en haut, et que des petits soldats sur tout le long de la chaîne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.